Maintenant, un grand ami, ben là, je vais vous dire un ami, puis on verra s'il est grand par la suite, là, selon l'appréciation. Alors, j'aimerais vous présenter, je vais juste vous présenter, viens donc, Philippe. Fait que, alors, Philippe de Grandpré, ami. Alors, Philippe de Grandpré, ami des personnes vivant la douleur chronique. Philippe est pharmacien sur la Rive-Nord, Berthierville. Hein? Oui, ah, Berthierville, c'est bon, c'est bon. Alors, Notre-Dame-des-Prairies aussi. Alors, je vais vous prendre un papier parce que... Alors, tous ces diplômes, c'est impressionnant, hein? Il n'est pas si vieux que ça, quand même. Il est même jeune. Alors, il est diplômé en gestion de la douleur, diplômé du microprogramme en soins palliatifs et de fin de vie, diplômé du microprogramme en addictologie et diplômé en préparation magistrale non stérile de l'Université de Floride. Quand même. Monsieur, notre beau monsieur, a reçu le prix Innovation de l'Ordre des pharmaciens en 2012 et le CPHA, OK, pour les patients en 2017. En 2019, monsieur ou ami a reçu aussi le prix du centenaire de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, quand même. Et monsieur est aussi conférencier à l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'Université de Laval. Il est aussi clinicien associé à l'Université de Montréal, chargé d'enseignement clinique à l'Université Laval et vraiment un grand ami des personnes qui ont de la douleur chronique, vraiment, vraiment, et bel ami de la QDC, évidemment. À toi. Je vous rassure, je dors. Ça m'arrive. Pas des fois. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça a l'air bien des affaires comme ça, mais la douleur chronique, pour moi, c'est une passion, je pense, mais une passion de la soulager, pas de la créer, idéalement, là, je vous dirais. Puis Céline, en fait, elle m'a envoyé un courriel, elle a dit j'aurais besoin de quelqu'un qui vienne jaser pendant 45 minutes. J'ai dit, ça me passe de temps. Mais j'ai dit oui, pareil, parce que je l'aime beaucoup, Céline, puis c'est correct. Puis elle me dit, ben j'aimerais ça que tu me parles des opioïdes, puis de comment on les utilise dans le traitement de la douleur chronique. J'étais comme, hey, on dirait que c'est un sujet à mode, les opioïdes. Il y a 2 semaines, j'étais au congrès de l'Ordre des pharmaciens, ils m'ont demandé de donner 3 fois 1h30 ces opioïdes. Fait que, tu sais, quand elle m'a dit j'ai besoin de 45 minutes, j'ai fait j'ai juste à couper du stock, ça va bien aller. Finalement, c'est pas si évident que ça, couper du stock. Fait que bref, faut que je parle dans le micro. C'est ça. Fait qu'on va parler des opioïdes puis leur place dans le traitement de la douleur chronique, parce qu'il y a une place dans le traitement de la douleur chronique, puis c'est triste parce qu'il y a des gens qui se sont fait couper leurs opioïdes qui fonctionnaient puis qui étaient prescrits pour des raisons légitimes. Et j'en ai vu dans ma pratique. J'ai vu des médecins qui m'ont référé des patients que je les sauve alors qu'il n'y avait aucune raison de sevrer l'opioïde, que la dose était correcte, on était dans les lignes directrices, ça soulageait le patient, ça y aidait à fonctionner. Fait qu'il faut garder tout ça en tête. Puis tu sais, Céline a dit, Phil, il y a une formation en toxico. J'ai aussi une formation en toxicomanie, puis si jamais ça arrive là, que les opioïdes, le traitement se déroule mal, là, puis ça peut arriver à quelqu'un qui était bien au départ, puis qui n'a jamais eu de problème de toxicomanie dans sa vie, qu'un traitement aux opioïdes, ça vire mal. Malheureusement, ça existe. Et c'est ça qui fait qu'on se prive de traiter des fois des gens qui en auraient besoin. Mais il faut penser que la toxicomanie, c'est un autre problème de santé. Et le problème au Canada, c'est qu'on traite la toxicomanie comme un problème judiciaire. Et moi, j'en ai des patients toxicomanes, j'en ai des patients qui abusent de leurs opioïdes, et ça ne m'empêche pas de traiter des patients en douleur chronique qui en ont besoin. L'important, c'est juste d'aimer le monde puis de traiter tout le monde. Puis si jamais le traitement en toxico... Tu sais, pourquoi je fais une formation en toxico? C'est que si le traitement pour les opioïdes, il vire mal, comme professionnel, il faut que je sois capable de le récupérer, puis il faut que je sois capable de redonner à mon patient le contrôle sur sa vie. Puis j'en ai des exemples de patients qui ont eu des prescriptions légitimes puis qui ont malheureusement accroché. Puis il faut être là quand même pour eux, puis il faut les écouter, il faut les supporter. Puis quand on a une approche qui est non punitive, une approche qui est là pour aider les gens, même s'il y a eu des problèmes, généralement, on réussit à faire de quoi de bien pour les gens. Fait qu'on part sur ce prémisse-là, puis là, je vais partir mon PowerPoint à un moment donné. Des fois, je m'étire quand je jase. Si jamais vous voyez que je ne dis pas ce qui est sur la slide, faites-vous-en pas. Ça m'arrive. Puis j'ai pas de TDA, là, je pense que je suis pas pire, là, mais c'est juste que des fois, je pars à jaser sur des affaires, puis ça arrive. Ben, Céline a déjà pas mal parlé des trucs, là. Fait que oui, j'ai gagné plein de prix pour les trucs que je fais en douleur chronique depuis
2010, même 2009. J'ai commencé à faire de la douleur chronique en 2009, fait que c'est ça. Céline a dit que je suis bien jeune, là, mais je pratique depuis 2006. Là. Ça fait déjà 13 ans. Mais ça fait 10 ans que je fais de la douleur chronique. J'ai donné une conférence dans les dernières années pour des compagnies, là, mais ça n'a aucune influence sur ce que je vous présente aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous présenter, c'est quoi des opioïdes? T'sais, à la base, on va savoir c'est quoi, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Comment on les utilise dans le traitement de la douleur aiguë? Donc, est-ce que ça a une place dans le traitement de la douleur aiguë? Pour qui, pour quand, comment? Après ça, en douleur chronique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait les utiliser adéquatement? Puis, je vais vous parler un petit peu de l'analoxone à la fin. Parce que dans le traitement de la crise des opioïdes, on parle beaucoup de l'analoxone. C'est une belle option qui permet de sauver des vies. Fait que c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. La crise des opioïdes, c'est quoi? Parce que tout le monde entend parler de la crise des opioïdes. Vous êtes une association de douleur chronique, là. Vous n'avez peut-être pas l'impression que tous les membres de votre association sont en train de mourir, là. Non, mais c'est vrai, des fois, on entend dans les médias, tu as l'impression que tout le monde est en train de mourir des opioïdes au Canada. C'est comme, c'est fini, tout le monde prend des opioïdes, il meurt. Puis la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. La réalité, c'est que c'est un problème qui est totalement autre que juste dire est-ce que c'est les opioïdes médicaux qui créent le problème ou c'est les opioïdes illégaux? Parce que ça, c'est deux choses différentes aussi. Mais pourquoi le gouvernement du Canada dit qu'il y a une crise des opioïdes au Canada? Ça, c'est des données de 2017. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'en Colombie-Britannique, en 2017, il y a eu 1512 personnes qui sont mortes d'une overdose d'opioïdes. C'est vraiment beaucoup de monde, là. Puis il y en a eu 1265 en Ontario, 741. Au total, il y en a eu au-dessus de 4000 au Canada. Donc, c'est 11,1 personnes par 100 000 habitants qui sont décédées d'une overdose d'opioïdes. Fait que c'est pas rien, là. C'est vrai qu'il y a eu des problématiques liées à ça. Par contre, si vous regardez le Québec, peut-être que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une crise, 181. Deuxième province la plus populeuse au Canada. Donc, comparativement à Colombie-Britannique, effectivement, il y a une différence qui est majeure. On a pratiquement 10 fois moins de cas pour une population qui est à peu près une fois et demie la population de la Colombie-Britannique, même un peu plus que ça, là. Donc, c'est de là que ça vient, la crise des opioïdes. Puis la crise des opioïdes, ça vient aussi des États-Unis, en fait, parce que les États-Unis ils ont des problèmes assez majeurs dans certains États où on entend parler de taux de décès qui sont élevés. Tu sais, on entend parler de baisse de l'espérance de vie parce que les gens meurent plus jeunes à cause des opioïdes dans certaines régions des États-Unis. Fait que, oui, il y a des choses qui sont importantes d'être interprétées, puis il faut les savoir. Puis ça, c'est des chiffres de 2018, juste les 9 premiers mois. Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation au Québec quand même significative. On est passé de 181 à 300 en 9 mois au lieu de 12. Fait que l'année 2018, je n'ai pas les derniers chiffres, là, mais ça s'enlignait pour 400 décès. Donc, ça a quand même augmenté. Fait qu'il ne faut pas banaliser l'utilisation des opioïdes puis dire, OK, c'est correct, on ne s'en fait pas. Mais vous connaissez l'autre côté de la médaille. Tu sais, la crise des opioïdes, ce n'est pas 20 de la population qui a un problème avec les opioïdes. Moi, je vais vous parler de la crise de la douleur chronique. Puis je suis sûr que vous la connaissez, la crise de la douleur chronique. 20 des Canadiens qui souffrent de douleur chronique, dont 8 d'intensité sévère. Hey, ça fait du monde, ça, 8 8 de au-dessus de 35 millions. Là. Tu sais, ça fait dire qu'au Québec, là, mettons, on arrondit 10 là. 10 de la population du Québec qui souffre de douleur chronique d'intensité sévère, c'est 800 000 personnes. Vous savez que la douleur chronique, ça frappe plus de monde que le cancer, le diabète, l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est une maladie qui est méga prévalente et pour laquelle les traitements souvent ne sont pas adaptés, ne sont pas adéquats, n'ont pas été mis au goût du jour. Vous avez peut-être l'impression des fois que... C'est quoi le dernier médicament qui est sorti en douleur chronique? Du Cymbalta? Je pense que c'est ça. À ma connaissance, si on exclut des nouveaux opioïdes qui ne rapportaient pas grand-chose de plus que les autres, mais qui étaient nouveaux, le dernier médicament à douleur chronique, c'est de la duloxétine. C'est sorti en 2007, 2006, 2008. Je ne me souviens plus de la date exacte. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas de nouveautés dans les traitements médicamenteux aussi. Fait qu'il faut penser à toutes ces choses-là. Puis, tu sais, la réalité, c'est que les opioïdes, on en utilise encore parce qu'on en a encore de besoin. Si on était capable d'avoir de quoi de meilleur qui marche, puis que la recherche médicale nous sortait un nouveau médicament qui marche mieux que les opioïdes ou aussi bien, avec un risque de mortalité beaucoup plus faible, c'est clair qu'on arrêterait d'utiliser les opioïdes. Je serais le premier content de ne plus avoir à en utiliser. Il y a quand même un profil d'effet indésirable important. Le taux d'abandon est relativement élevé. Ça ne fonctionne pas si bien que ça chez tout le monde. Mais il y a des gens pour qui ça fonctionne bien. Mais la réalité, c'est qu'on vit une crise de douleur chronique dans laquelle on n'arrive pas à soulager les gens.
dans laquelle où il y a une grande baisse de qualité de vie. Fait que c'est quoi un opioïde? Opioïde, c'est un terme générique, c'est un terme général. C'est tous les dérivés de morphine. Donc, tout ce qui vient de la morphine, qui est un dérivé de morphine, qui va faire un effet un peu comme la morphine, on appelle ça des opioïdes. Des fois, vous allez entendre le terme narcotique. Le terme narcotique, ce n'est pas un bon terme, parce que narcotique, ça veut dire qu'il endort. C'est juste ça, ça induit de la narcose. La morphine, c'est un produit naturel. Ça vient du Papaverum somniferum. C'est une plante. L'Afghanistan est un excellent producteur, malheureusement. En fait, ils vendent ça pour faire de l'héroïne avec. Donc, effectivement, ça peut être utilisé comme drogue d'abus. Pourquoi ça marche, la morphine? Bien, c'est que votre corps en possède des récepteurs à morphine. Vous fabriquez vous-même votre morphine. On appelle ça des endorphines. C'est super cool. Tous en ce moment, vous fabriquez de la morphine. C'est pour ça que ça marche, parce que c'est une substance que le corps, en fait, fabrique, utilise. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une substance exogène qu'on va rentrer dans le corps pour aller mieux soulager la douleur. Les récepteurs opioïdergiques, donc les récepteurs à la morphine et aux dérivés de morphine, on trouve ça où dans le système nerveux? La réponse, c'est un peu partout. Et c'est pour ça qu'il y a un profil d'effet indésirable important avec les opioïdes. Constipation, nausée, dépression respiratoire, ça fait partie du profil d'effets secondaires. Si vous comparez, par exemple, les opioïdes aux cannabinoïdes, bien, des récepteurs cannabinoïdes, on n'en trouve pas dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est l'endroit dans le cerveau qui contrôle la respiration. Par contre, on retrouve les récepteurs opioïdes. Fait que si on donne une trop forte dose d'opioïdes, ça fait déprimer la respiration, donc on arrête de respirer. Et c'est ça qui cause la mortalité liée aux opioïdes. Et c'est la raison pour laquelle les cannabinoïdes, qui ne sont pas la panacée en douleur chronique, il faut s'entendre, eux ne causent pas de dépression respiratoire parce qu'on n'en retrouve pas au niveau du tronc cérébral ou très, très peu, ce qui fait qu'on n'a pas d'effet de dépression respiratoire. Et c'est pour ça qu'il y a des médicaments qui ont des marges de sécurité plus grandes que d'autres. Fait que ça marche comment, des récepteurs des opioïdes? Bien, ça va se lier sur le récepteur aux opioïdes. On est super, comme, on aime ça. Fait que dans le fond, là, c'est comme, tu as un récepteur, tu sais, les petits jeux pour enfants, tu as le carré, tu as le rond, tu as le triangle, puis tu as l'étoile. Ben, un récepteur, c'est le trou qui se trouve dans le jeu. Puis la substance, votre morphine, votre dérivé de morphine, vos trucs comme ça, c'est ce qui va venir fitter dessus. Puis là, si tu fais fitter dessus, les nouveaux jeux sont électroniques. Fait que là, quand tu rentres comme il faut, là, ça fait un bruit, puis là, il y a une lumière qui allume, puis tu es content. Ben, la morphine, c'est la même chose. Ce que ça fait, c'est que ça va venir fitter sur le récepteur, ça va rentrer là-dessus. Puis ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir modifier le fonctionnement du neurone. Généralement, les opioïdes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer l'excitabilité des neurones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre neurone là, qui dit qu'il y a de la douleur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des influx douloureux. Il envoie de l'électricité, en fait. Le corps humain, c'est de l'électricité. Là. Il envoie de l'électricité vers le cerveau interprète que cette électricité-là, c'est de la douleur. Quand on donne des dérivés de morphine, ce qu'on fait, c'est qu'on vient calmer le neurone pour qu'il en envoie moins vers le cerveau. Donc, pour que la perception de la douleur diminue, donc pour qu'il y ait moins d'influx excitateurs. Mais comme les dérivés de morphine, ça calme tout, bien, vous comprenez l'effet sur la dépression respiratoire. Ça vient calmer le neurone qui dit de respirer. Celui-là, on ne veut pas le calmer. C'est ça la problématique, c'est que celui-là, on ne veut pas le calmer parce que si on le calme, tu arrêtes de respirer. Il paraît que c'est super difficile de vivre sans respirer. T'sais, si vous faites le test en ce moment, là, essayez là, pendant 10 minutes de ne pas respirer, puis on va vérifier si vous êtes vivant après. Il y a des grosses chances que ça ne marche pas. Fait qu'on le fera pas. J'aimerais ça, tu sais, comme donner une conférence, il n'y a plus personne qui est sorti de la salle, ça va être ordinaire. Ils ne me réinviteront plus, c'est sûr. Là. Des fois, ça m'arrive de dire des niaiseries, faites-vous-en pas, c'est pas grave. Fait que là, mais vous dites, ouais, mais c'est quoi un récepteur? Je l'ai déjà expliqué un petit peu. Un récepteur, ça se trouve à la surface de la cellule. Bon, il y a différents sous-types de récepteurs, ce qu'on appelle des canaux, des métabotropiques. Là. La grosse différence, en gros, là, puis ce que vous avez à retenir, c'est que ça vient modifier comment le neurone va fonctionner. Mais le corps humain, il cherche toujours à rétablir son équilibre. Puis ça, là, pensez-y. C'est quoi la dose la plus efficace de morphine qu'on prend dans la vie? C'est toujours la première. Tu sais, si tu as bien mal, puis que je te chauffe de la morphine, ça arrête de faire mal tout de suite. Mais si je t'en redonne à long terme, ça n'arrête pas de faire mal à long terme. Tu sais, pourquoi en douleur aiguë, je suis capable d'éteindre une douleur complètement? Là? Ça passe de la personne, elle hurle, elle crie, j'y chauffe de la morphine, elle tombe calme. Parce que les récepteurs à la morphine sont à la surface des neurones, parce que le neurone, il se dit, j'en ai besoin pour réagir. Quand on met de la morphine constamment sur un humain, les neurones se modifient.
Le corps humain, il veut toujours retrouver un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à force d'en prendre à long terme, il y a des récepteurs qui ne sont plus à la surface du neurone. Ce qui fait qu'il y en a un peu moins de disponibles, puis que ça va faire qu'on atteint comme une espèce d'effet plafond avec les opioïdes. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre l'effet des récepteurs là-dessus, parce que si on en donne trop, c'est pas plus efficace, parce qu'à un moment donné, des récepteurs, il y en a un nombre limité aussi dans l'organisme. L'image que je peux vous donner, là, si vous avez une chaudière dans laquelle vous pouvez mettre 20 litres d'eau, même si vous avez une hausse qui coule toute la journée dedans, là, il y a combien de litres d'eau dans la chaudière? Il va toujours en avoir 20. Il va y avoir quoi? Il va y avoir de l'eau en maudit sur le plancher. Et ça, l'eau sur le plancher, c'est les effets secondaires. Si j'en mets trop, je ne suis pas dans le bon équilibre parce que j'ai plus de récepteurs que je voulais aller cibler pour la douleur qui peuvent répondre à ça. Et ça, c'est une erreur qui a été faite, à mon avis, dans le passé, où on disait, dans les opioïdes, là, sky is the limit. T'en mets, ça va aller mieux. T'en mets, la douleur va être plus soulagée. T'en mets, non, c'est sûr, la douleur était soulagée, le patient était mort. Il ne répondait plus, il est endormi. Je veux dire, ça vient un peu de l'approche en soins palliatifs où on se dit, c'est pas grave, si je passe un petit peu tout droit, il va s'endormir. Mais en douleur chronique, là, le but, là, c'est que vous soyez capable de vivre votre vie. Le but, c'est que vous soyez capable d'aller travailler. Le but, ça peut être que vous soyez capable de vous occuper de vos enfants, vos petits-enfants, que vous soyez capable de sortir de la maison, d'aller faire votre épicerie. Si on vous donne des doses qui sont trop fortes, qui vous assomment, est-ce que j'ai gagné de quoi? Est-ce que je vous ai aidé à progresser? Et c'est tout ça qui est important de comprendre dans l'équilibre quand on utilise des opioïdes. Les opioïdes, vous avez peut-être déjà entendu parler des sous-types de récepteurs aux opioïdes. Puis, je ne veux pas insister là-dessus. Mais, on entend parler du mu, du delta, du kappa. Bon, il y a différents effets. Puis, si vous remarquez, quand on stimule les récepteurs mu, c'est ceux-là qu'on veut stimuler pour soulager la douleur. Puis, la plupart de nos opioïdes agissent là-dessus. Mais si vous remarquez, quand je stimule les récepteurs mu aussi, il y a une autre affaire qui se produit, ça fait de la dépression respiratoire. Fait que ça nous nuit. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire je vais pousser les doses, parce qu'à un moment donné, c'est l'équilibre entre les effets secondaires et l'analgésie. Et c'est ça qu'il faut trouver. Puis c'est aussi les récepteurs qui vont créer la dépendance physique. C'est aussi les récepteurs qui vont faire qu'il y a certaines personnes qui ont un buzz, donc qui ont de l'euphorie quand ils vont utiliser les opioïdes. Donc c'est important de les utiliser vraiment de la bonne façon. Et c'est ça qu'on va voir. C'est quoi les opioïdes disponibles au Canada? Il y en a beaucoup. Codéine, morphine. Morphine, des fois, les noms MS-Contin, Statex, MSIR, un paquet de trucs comme ça. Oxycodone, donc Oxynéo, tous les génériques, là, les Oxycodone CR. Vous allez avoir du Supedol, de l'Oxycodone, donc vous avez une grande variété. Hydromorphone, donc dans l'hydromorphone, c'est le dilodide principalement qui est connu, l'hydromorphe-Contin et tous les génériques là-dedans. Fentanyl. Le fentanyl, on entend parler que c'est la crise du fentanyl sur l'Ouest, canadien, l'Ouest américain. C'est pas du fentanyl en patch, hein? C'est du fentanyl en poudre. Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré, ça pesait combien un microgramme, là? C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. 1 milligramme, là, c'est plus petit qu'un grain de sel, généralement. Là. 1 microgramme, c'est 1000 fois plus petit. Du fentanyl, on utilise des doses en douleur chronique de 50 microgrammes à l'heure, à peu près. Fait qu'imaginez les toxicomanes qui sont sur la rue, puis qui a du fentanyl qui a contaminé leur truc, puis qu'il y en a peut-être un demi-milligramme, ce qui veut dire 500 microgrammes. Est-ce que ça se peut qu'ils meurent quand ils l'injectent? Parce qu'ils l'injectent one shot, là. C'est d'un veine tout de suite, là. D'où le danger du fentanyl. Et c'est pour ça qu'on entend parler beaucoup du fentanyl, mais j'ai plein de patients sur des pages de fentanyl que le traitement se déroule très bien, puis j'ai pas de risque parce que la dose, elle est contrôlée. Le fentanyl, son problème à ce médicament-là, en fait, quand il est utilisé comme drogue d'abus, c'est que c'est méga puissant. Donc, tu sais, 50 mg de morphine, ça peut tuer quelqu'un, mais c'est pas fréquent. T'sais. C'est quelqu'un qui n'en a jamais pris, il prend 50 d'un coup, ça pourrait causer une dépression respiratoire. 50 microgrammes de fentanyl, tu donnes ça intraveineux à quelqu'un qui n'en a jamais pris, ça peut être dangereux aussi. Fait que, il faut voir vraiment qu'est-ce qu'on traite puis qu'est-ce qu'il y en a. Mépéridine, quelque chose qu'on utilise presque plus jamais, qui s'appelle du Démérol. Puis il y a des raisons pour lesquelles on ne les utilise pas, là, le Démérol, principalement au niveau des effets secondaire. Méthadone. La méthadone peut être utilisée autant en détox, donc pour le traitement de la toxicomanie, que pour le traitement de la douleur chronique. On ne l'utilisera pas de la même façon. Vous avez le Tramadol. Tramadol, en fait, qui est un vieux médicament européen là, qui date d'une 50aine d'années, qui est arrivé plus récemment au Canada.
Le tramadol, des fois, on va entendre dire qu'il y a un peu moins de risque d'abus avec cette substance-là. Puis certains médecins vont le préférer pour ça. Par contre, moins de risque d'abus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Puis ce n'est pas nécessairement le médicament qui est le plus efficace pour la plupart des gens. Là, fait qu'il faut regarder. Parce que dans tout ça, là, il y a des questions métaboliques, il y a des questions de plein de choses qui vont influencer le choix. Vous avez le tapentadol qui ressemble au tramadol comme médicament, qui s'appelle le Nucynta. Le tramadol, en fait, là, vous avez ça sous plein de noms, là, Zitram XL, vous allez avoir du Ultram, vous allez avoir, il y a comme 4-5 compagnies qui en font, puis vous avez les génériques aussi là-dedans. Et vous avez finalement la buprenorphine qui se vend sous forme de patch, qui s'appelle Butrans. Puis vous avez... J'ai-tu débranché de quoi, là? OK, on a perdu quelque chose, on revient. Buprenorphine que vous avez sous forme de patch, que vous avez sous forme aussi en fait, bande fondante qu'on peut mettre dans la bouche, là, qui s'appelle Belbuca. Et vous allez avoir aussi sous forme de comprimé sous-lingual qu'on utilise principalement dans le traitement des toxicomanies, qui s'appelle la Suboxone. On va regarder comment on utilise bien les opioïdes dans le traitement de la douleur. La première des choses, quand on prescrit un médicament, il faut s'assurer que ça marche. Donc, il faut s'assurer qu'on le prescrit pour quelque chose d'intelligent, pour lesquels ça a été prouvé que c'est efficace. Tu sais, en douleur chronique, là, on ne donne pas des anti-inflammatoires pour des douleurs de type neuropathique en général. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Donc, chez quelqu'un qui a une douleur neuropathique qui est installée depuis longtemps, mais pas d'anti-inflammatoire parce que ça ne marche pas. Pour des douleurs d'arthrose, bien souvent, on n'utilisera pas, par exemple, du prégabalin ou du gabapentin parce que les preuves d'efficacité de ça sont douteuses puis ça fonctionne plus ou moins. Fait que ce n'est pas des premiers choix. Bien, les opioïdes, c'est la même chose. Il y a des conditions en douleur. Parce qu'on dit les opioïdes, on utilise ça pour les douleurs modérées à sévères. Oui, mais il y a des conditions pour lesquelles, même si la douleur elle est sévère, le fait de mettre un opioïde, ça améliore peu la douleur ou ça augmente le risque de complications de façon trop importante. Fait qu'il faut s'assurer qu'on l'utilise pour quelque chose pour lesquelles ça marche. Il y a des conditions pour lesquelles c'est intelligent de l'utiliser, puis il y a des conditions pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser. On utilise, j'ai parlé de douleur modérée à sévère, douleur légère, on ne devrait pas utiliser d'opioïdes. Douleur légère, c'est quoi? C'est la douleur qui généralement va répondre à du Tylenol. C'est souvent ça, une douleur qui n'est pas tellement dérangeante. Souvent, dans les échelles de douleur, une douleur légère, on va dire que c'est une douleur entre 1 et 3 à peu près. Donc, généralement, c'est une douleur que quand on est actif, quand on fait des choses, on n'y pensera pas. On peut finir à long terme par venir dérangeante et fatigante, mais le fait de donner des opioïdes pour ce genre de douleur-là, l'effet escompté versus la prise de risque liée aux opioïdes, c'est pas super, en fait. J'ai encore perdu l'image. Ils veulent vraiment pas que je parle. Bien, fait que c'est la vallée des nuages en Colombie, là. C'est sûr, quand on veut traiter la douleur, bien, on a souvent d'autres options de traitement aussi. Donc, l'acétaminophène, les anti-inflammatoires, les crèmes, les mesures non pharmacologiques, plein de choses qu'on peut utiliser pour traiter la douleur. Ils sont beaux, tes nuages. Ils sont beaux, hein? Non, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Tantôt, il marchait très bien, puis là, il ne veut plus. On repart. Attendez un petit peu, là. On repart. OK. On repart. Si ça ne marche pas, là, on va le faire pas de diapo. C'est plus agréable avec les diapos. Conditions pour lesquelles les opioïdes sont efficaces, bien, vous avez une liste de conditions pour lesquelles on a des preuves d'efficacité. Donc, neuropathie diabétique périphérique, par exemple, les névralgies post-zona, post-zostérienne, mais c'est post-zona, des douleurs membres fantômes, des lésions au niveau de la moelle épinière, de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde, de la lombalgie, de la cervicalgie. Donc, souvent, les opioïdes vont être efficaces dans les conditions de douleur qu'on appelle de type nociceptif. La douleur nociceptive, là, c'est la douleur standard. C'est la douleur qui, généralement, on pense, ça sert à quelque chose. Le nociceptif, là, c'est je me cogne le petit orteil sur le coin de la table. Ça, c'est du nociceptif. Vous avez brisé de quoi, techniquement, ou en tout cas, il y a un risque pour votre santé. Ça va fonctionner. Les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs où on a des atteintes au niveau du système nerveux. Généralement, ça semble assez bien fonctionner. Ça ne fonctionne pas pour tous les types de douleurs neuropathiques, mais ça fonctionne pour la plupart. Par contre, quand on regarde ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, les douleurs nociplastiques, c'est des douleurs où on pense que le système nerveux est plus sensible à la douleur. Puis l'image souvent que je peux donner, c'est dans une pièce, là, si vous mettez le thermomètre à 21, il fait 21 pour tout le monde. Puis tu sais, peut-être qu'en ce moment, il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid, il y en a qui sont bien. Moi, je peux vous dire, je suis sur les spotlights, là, j'ai chaud en tabarouette. Là. Je le sens ici, là, que ça commence à être un petit peu humide. Là. Mais c'est qui a raison sur la température de la pièce? Tout le monde a raison. Mais la douleur, c'est la même affaire.
Comment je peux dire ce que vous ressentez? Je peux pas. Puis il y a des gens qui ont des seuils de tolérance différents à la douleur, puis c'est pas une question d'être momoun, là. Moi, là, il n'y a jamais personne qui est rentré dans mon bureau en me disant « Moi, je suis pas tough à la douleur. » Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. J'attends le premier patient qui va me dire ça. Moi, là, je pense que je suis hyper sensible à la douleur. Tout le monde me dit qu'ils sont tough à la douleur, puis la réalité, c'est que je m'en fous. Pour vrai. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as mal, est-ce que tu le ressens? Que tu aies une tolérance élevée, une tolérance faible, ça va venir modifier comment tu vas percevoir la douleur. Puis si tu me dis que tu as mal, bien tu as mal, puis ça finit là. Tu n'as pas besoin de me prouver que tu as plus mal ou moins mal. Moi, je vais t'écouter, je vais écouter ce que tu vas me dire. Puis les douleurs nociplastiques, on le sait que c'est des douleurs de sensibilisation, là. Mais fibromyalgiques, là, je sais clairement qu'ils ont mal, là. Mais pour le même stimulé douloureux, je me fais le stimulé douloureux, je leur fais, moi je dis que ça fait mal à 2 sur 10, eux ils me disent que ça fait mal à 8 sur 10. C'est pas parce que c'est des momounes, c'est parce qu'ils le perçoivent comme ça. C'est parce que leur perception, elle est là. Mais ce genre de douleur-là, où on a une hypersensibilité du système à la perception de la douleur, ça semble moins bien répondre aux opioïdes. Et souvent, on semble plus compliquer les choses que les améliorer. Et c'est ça qu'on appelle les douleurs de type nociplastique. Donc, des douleurs où il y a une certaine sensibilisation, où le mode de perception de la douleur semble être différent du mode de perception de la douleur de l'ensemble de la population. Et là-dedans, tu sais, par exemple, si vous avez un syndrome de côlon irritable, constipation, c'est une bonne idée de mettre des opioïdes pour soulager le mal de ventre? La réponse, c'est non, je vais vous constiper encore plus, puis vous allez être encore plus inconfortable. Fait qu'il y a plein de douleurs comme ça où il faut y penser, puis où on ne devrait pas intervenir là-dessus. Tu sais, comme dans les trucs marqués, la maladie de Lyme. Maladie de Lyme, on sait que c'est une infection, qu'on traite l'infection. Après ça, est-ce qu'on donne des opioïdes, ça va améliorer les résultats? Ça semble que non. Donc, il faut bien choisir les conditions pour lesquelles on interagit. En douleur aiguë, c'est quoi? C'est une douleur normale. Faites du scalpin, foncez dans un arbre, douleur aiguë, nociceptive. Elle n'est pas normale, là. Évitez les arbres, habituellement, ça évite, là. Ça évite le problème. Mais vous avez une chirurgie, un remplacement de genou, n'importe quoi qui a besoin d'une chirurgie. Tu sais, une chirurgie, là, c'est sûr, ça fait mal, là. Je volontairement vous coupe. C'est sûr que ça va faire mal, là. C'est sûr qu'on crée de l'inflammation, c'est sûr qu'on crée plein de choses. Et on sait que c'est des douleurs qui peuvent être assez importantes, des douleurs qui vont être d'intensité modérée à sévère selon le type de chirurgie. Pour ce genre de douleur-là, ce qu'on se dit, c'est qu'on devrait prescrire des opioïdes pour 3 à 5 jours, le temps que la durée prévue de la douleur intense. Là, on se dit, 3 à 5 jours, c'est pas bien long, hein? Mais c'est pas une loi, ça. Ça, ce que c'est une recommandation. Ce qu'on dit, c'est que si ta douleur elle dure plus que 7 jours d'intensité modérée à sévère, réévalue ton plan de traitement comme professionnel. Moi, j'ai une patiente jeune, 38-39 ans. Elle a eu un remplacement de la hanche. Ça faisait 2 semaines qu'elle était sur Dilodide. C'est une patiente que je connais depuis longtemps. Là. Elle en a pris avant sa chirurgie, elle en prenait là. Mais elle essayait de les arrêter, mais elle dit « Ma douleur est trop forte, puis je ne suis pas capable de l'arrêter. » 3 jours d'anti-inflammatoire, puis pris un Dilodide après. Il y avait de l'inflammation dans l'étiologie de sa douleur. Donc, quand on dit de ne pas donner des traitements trop longs d'opioïdes au départ, suite à des post-op, à des trucs comme ça, c'est de dire comme professionnel de la santé, réfléchis à ce que tu traites. Parce que si tu ne traites pas la bonne affaire ou tu ne le traites pas de la bonne façon avec les bons médicaments, tu n'obtiendras pas les bons résultats. Et cette patiente-là, elle n'avait aucun facteur de risque cardiovasculaire, aucun risque de saignement digestif, rien. Fait qu'un traitement anti-inflammatoire de 3 jours a permis d'arrêter une médication qui la constipait, qui l'endormait, qui pouvait donner mal au cœur, puis qui aurait pu créer une dépendance à long terme. Donc, il faut y penser à ce genre de choses-là quand on interagit comme professionnel. Fait que les traitements courts comme ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter le risque de développer une dépendance. Donc, de se questionner, est-ce que je fais le bon traitement? Il y a des patients en post-chirurgical que la douleur va perdurer et que les opioïdes restent une bonne option. Ce qu'on dit aux professionnels, c'est pas « faut que tu l'arrêtes à tout près après 7 jours ». Ce qu'on dit aux professionnels, c'est après 7 jours, réévalue comme il faut ton plan de traitement. Est-ce que tu fais les bonnes choses? Tu sais, prends 2 minutes, là, va dans ta tête, rouvre une couple de tiroirs, là, fouille, regarde si tu as trouvé ce que tu voulais, puis si tu penses que tu as fait toute la bonne affaire, puis que tu t'en vas à la bonne place, puis que tu n'as pas d'autres options, c'est correct. Mais si tu n'as pas fait la job comme il faut, réfléchis-y. Et c'est ça qu'on veut dire après 7 jours, c'est réfléchis. Fait que réévaluer, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire discuter avec le patient, puis ça veut dire est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile, puis est-ce qu'on le continue? Puis
tous les médicaments, ça devrait être ça. Je veux dire, ce n'est pas lié aux opioïdes, là. Tous les médicaments, ça devrait toujours être ça. Est-ce que le traitement il est bon? Est-ce qu'il m'apporte des bénéfices? Est-ce que j'ai des risques? Est-ce que, tu sais, moi, je fais de la révision de traitement, là, je travaille dans une clinique, là. J'ai des patients là, que j'enlève 2, 3, 4 médicaments qui ne servent à rien. Parce que le patient n'a plus le problème de santé, parce que ça évolue, parce que ça a bougé. Bien, en douleur, c'est la même chose. Donc, quand on pense à prescrire des opioïdes, qu'est-ce qu'on doit vérifier comme professionnel? C'est est-ce que j'ai des contre-indications à ce traitement-là? Si je vous donne un médicament pour le cœur, est-ce que je vérifie mes contre-indications avant? Puis la réponse, c'est oui. Si j'ai un médicament pour le diabète qui est contre-indiqué en fonction du fonctionnement rénal de mon patient, je vais le vérifier. Les anti-inflammatoires, si mon patient a un risque de segment digestif élevé, je n'en donnerai pas. Si des problèmes de rein, je n'en donnerai pas parce que j'ai plus de risques que de bénéfices. Bien, les opioïdes, c'est la même chose. Si mon patient a des antécédents de toxicomanie importants, est-ce que je devrais lui en donner ou pas y en donner en fonction de la situation? C'est à réfléchir. Dans certaines situations, si le patient a des antécédents de toxicomanie et il recommence à consommer de la drogue sur la rue, je vais peut-être préférer donner une thérapie de remplacement puis le suivre à la pharmacie puis dire, regarde, on va travailler ensemble. Je sais que tu as de la douleur, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer d'éviter que tu rechutes. Puis moi, j'en travaille des toxicos, là, puis je vous le dis, là, il y en a qui s'en sont sortis, des opioïdes. Là. Tu leur dis le mot opioïde, à toute fois qu'il y a une prescription, ils viennent me poser la question s'il y en a dedans, puis ils veulent être sûrs de ne pas raccrocher parce que ça nuit à leur vie. Là. Puis ils ont failli des fois perdre leur emploi ou ils l'ont perdu, ils ont perdu leur chum, ils ont perdu la garde de leurs enfants, des trucs comme ça. Fait que c'est pas hot. Fait que, il faut que tu le vérifies, ça, comme professionnel de santé. C'est quoi les facteurs de risque qui sont présents chez ton patient? Puis t'assurer que tu y en donnes si c'est utile puis qu'il n'y a pas trop de facteurs de risque. Mais si tu penses que les risques sont plus grands que les bénéfices, va pas là. Trouve d'autres choses, discute de ton plan de traitement, offre d'autres options de traitement. Tu sais, il n'y a pas juste les opioïdes dans la vie. Comme je vous dis, le but, c'est de bien les utiliser. Tu sais, comme par exemple, on sait que les combinaisons d'opioïdes avec les médicaments qui endorment, benzodiazépine, là, le Lativan, du Restoril, du Xanax, là, tous ceux qui finissent en AM, là, lorazépam, temazépam, toute cette famille-là, on sait que ça augmente le risque de dépression respiratoire de façon significative. Si j'ai ça dans mon dossier, est-ce que faut que j'avise mon patient qu'il y a un risque? Tu sais, si j'ai une interaction entre deux médicaments, il faut que j'avise mon patient. Si mon patient consomme de la drogue, de l'alcool, d'autres choses, bien, ça augmente son risque de dépression respiratoire. Est-ce que je suis en train de l'aider ou je suis en train d'y nuire? Puis c'est toujours ça l'approche qu'on doit avoir comme professionnel de la santé, c'est de dire est-ce que j'aide mon patient ou je nuis à mon patient? Je vous ai écrit des doses de départ des opioïdes, puis honnêtement, ce n'est pas pour les réviser avec vous. Là. C'est une slide de pharmacien, ça, pour qu'ils sachent quoi faire, puis quand je présente à des médecins. Tout ça pour dire que les opioïdes, il faut commencer doucement. Parce que si on commence trop rapidement, il y a des gens qui ont beaucoup d'effets secondaires. Puis, on va le voir souvent post-chirurgical. Le chirurgien, là, c'est pré-imprimé, là, je vous jure, on voit ça. Là. Dilodide 1 à 2 mg, Q4 à 6. Pour tout le monde, là. Tous les patients sont pareils. C'est une dose de départ, mais il y a des patients qui sont plus âgés, il y a des patients qui ont des interactions, des patients qui ont d'autres choses avec lesquelles il faut commencer plus faible. Puis des fois, les patients ont des effets indésirables qui sont beaucoup trop grands à cause de ça, puis on n'est pas capable de traiter leur douleur aiguë parce qu'ils vomissent leur comprimé, parce qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix du médicament. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Des fois, vous allez entendre parler du patient naïf aux opioïdes. Tu sais, le patient naïf aux opioïdes, c'est quoi? Puis versus le patient tolérant. Le patient tolérant, c'est quelqu'un qui prend des opioïdes depuis longtemps. Longtemps, on parle de 2 semaines, plus d'une semaine, je m'excuse. Puis il y a des doses qui sont plus élevées que ce que j'ai indiqué là. Ça nous indique quoi, ça? Ça nous indique seulement que si j'ai à traiter ce patient-là pour de la douleur, il y a une certaine tolérance aux opioïdes. Et je ne devrais pas le traiter comme un patient qui n'en a jamais pris. Donc, ça se peut qu'il y ait besoin de doses plus élevées, de doses différentes, de modifier la façon dont on va interagir dans le traitement. Donc, c'est simplement un concept qui nous permet de juste dire, OK, j'ai des patients qui sont plus sensibles aux opioïdes, qu'il faut que je commence avec des doses très faibles parce qu'il y a différents problèmes. Puis j'ai des patients qui sont moins sensibles à l'effet des opioïdes, ou je peux me permettre d'être un petit peu plus agressif dans mon traitement, et c'est ça que je veux regarder avec ça. C'est quoi les objectifs de traitement? Parce que quand on vous traite, si on n'a pas de but, on ne traite pas. Je veux dire, si vous n'avez pas de but à votre traitement, puis on ne sait pas ce qu'on veut faire avec ça, bien c'est sûr qu'on ne fera pas quelque chose de bon parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. T'sais, si vous voulez bâtir un cabanon, là, vous allez avoir un plan, vous allez savoir, je veux tel matériau, de telle façon, je veux le bâtir de même. Quand je donne des médicaments, je veux savoir qu'est-ce que je vais traiter, qu'est-ce que je vise à atteindre, comment je peux aider mon patient, qu'est-ce que ça va lui donner. En douleur aiguë, ce qu'on vise généralement, c'est reprise de la fonctionnalité le plus rapidement possible.
Donc, de permettre à la personne de recommencer à vivre, de ne pas rester alitée, de ne pas rester inactive, parce qu'on sait qu'être inactif, c'est très mauvais pour la santé, puis tu perds de la masse musculaire, puis ça se peut qu'après ça, tu aies de la difficulté à reprendre ton mode de vie d'avant. On veut éviter de prolonger les hospitalisations, les arrêts de travail. Des fois, on veut permettre à nos patients de faire leur physio, ergo, toutes les autres choses qu'ils ont à faire. Puis, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fonction du type de douleur, des fois, on va viser une réduction de la douleur et non une élimination de la douleur. Puis c'est encore plus vrai en douleur chronique, mais en douleur aiguë, des fois, effectivement, on arrive à vraiment diminuer la douleur de façon importante. En douleur chronique, éliminer la douleur avec des opioïdes, oubliez ça, ce n'est pas un objectif de traitement valable. Il n'y a jamais une étude qui a prouvé ça, là. Fait qu'en clinique, ça veut dire quoi en douleur aiguë? Si ce n'est pas nécessaire, donc si la douleur elle est d'intensité faible ou qu'il y a des problématiques, on n'en utilise pas d'opioïdes. On va utiliser nos autres options de traitement, donc de l'acétaminophène, des anti-inflammatoires, d'autres choses. Si on est en douleur aiguë, des opioïdes à longue durée d'action, c'est-à-dire ce qu'on appelle les formes contrôlées ou à libération contrôlée, tout ça, ce n'est pas une bonne idée pour quelqu'un qui n'en prend pas au départ. Et la raison est simple, c'est que les formes à longue durée d'action, c'est des doses fixes dans le temps et c'est plus difficile de les arrêter. Alors que quand la personne prend des courtes actions, par exemple, si vous avez, je vais parler d'hydromorphe-contin, qui est un médicament qui est très connu au Québec, qui est très prescrit. L'hydromorphe-contin, la dose la plus faible, c'est 3-2 fois par jour. Ça veut dire 6 mg d'hydromorphone par jour. Mais la personne qui est là-dessus, elle la prend le matin puis le soir, puis elle le prend régulièrement. Alors que la personne qui prend du hydromorphone 1 mg aux 4 à 6 heures, quand la douleur commence à diminuer, bien, elle fait son sevrage elle-même. Donc, au lieu de prendre un comprimé aux 4 heures, un comprimé aux 6 heures, je suis bien. Un comprimé aux 8 heures, je suis bien. Donc, c'est une façon aussi où on permet d'étirer le traitement et d'être capable de le cesser plus facilement. Ça donne un petit peu plus de latitude aux patients aussi dans l'ajustement. Donc, pour des douleurs de courte durée, qu'on ne s'attend pas à ce que ça dure dans le long terme, bien, les longues actions, ce n'est pas une bonne idée. Alors qu'au contraire, en douleur chronique, chez le patient qui a une douleur qui est stable, pas mal tout le temps, égale dans le temps, oui, on va les utiliser à ce moment-là. Comme professionnel, généralement, en douleur aiguë, on devrait faire un suivi dans la semaine qui suit pour s'assurer que le traitement s'en va dans le sens qu'on veut. Si on parle des opioïdes en douleur chronique, bien, le but en douleur chronique, c'est de maximiser les bénéfices puis réduire les inconvénients. Et c'est vraiment, vraiment super important. Puis les buts de traitement en douleur chronique, c'est tellement important. Il faut que vous sachiez pourquoi on vous donne ça, puis il faut que vous soyez d'accord avec le fait qu'on vous le donne, puis il faut que vous soyez capable de dire, est-ce que ça vaut la peine pour moi de le prendre ou de ne pas le prendre? Donc, avant d'initier un traitement opioïde en douleur chronique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'assure qu'on a pensé à nos mesures non pharmacologiques. Moi, je suis pharmacien, puis je suggère à mes patients de se mettre de la glace, d'utiliser de la chaleur, de bouger, de faire différentes affaires, parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires à ça qu'à mes pilules. Les pilules pour la douleur, elles jouent sur le système nerveux. Le système nerveux, là, c'est ce qui se passe là-dedans. Là. C'est sûr que j'ai une influence, puis que si mon médicament il touche à d'autres fonctions, puis vous avez probablement déjà expérimenté ça, tu prends une pilule, puis tu as des trous de mémoire. Tu mets tes clés dans le congélateur. C'est l'histoire que mes patients me comptent, là. Tu oublies certaines affaires, il y a des affaires que tu as plus de difficultés à faire. Est-ce que j'ai vraiment aidé ma personne? Si j'ai plus, juste la semaine passée, j'ai en tête, j'ai un patient qui a donné un médicament pour la douleur qui ne fonctionnait pas, mais il y avait une interaction qui n'avait pas été vue, puis moi, je l'ai vue. Puis on a arrêté le médicament, le patient il a arrêté de trembler puis de transpirer. Ça a changé zéro sa douleur. Le médicament, on n'avait pas bien établi ce qu'on voulait voir, on n'avait pas bien établi notre suivi. Et c'est la même chose avec les opioïdes. Il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on va faire. Puis il y a plus de risques, effectivement, d'effets secondaires avec des médicaments qu'avec des mesures non pharmacaux. Ensuite de ça, bien, est-ce que j'ai des traitements non opioïdes qui seraient des traitements de choix pour ça? Puis, tu sais, la réalité, c'est que dans certains types de douleurs, moi, j'ai des patients, là, j'ai un patient, là, tu sais, il a super bien répondu à de l'amitriptyline. Ça a été beaucoup plus efficace que des opioïdes dans sa vie, avec à peu près le profil d'effet indésirable pareil. Mais il est bien plus content de prendre son amitriptyline parce que ça marche mieux. Fait que dans certaines situations, il y a des médicaments qui peuvent mieux marcher. Fait que c'est correct d'essayer d'autres choses aussi. Donc, si on a d'autres bonnes options, de dire, je vais les essayer parce que mon risque est peut-être moins élevé qu'avec mon opioïde. Et c'est des fois pour ça qu'on va faire des étapes là-dedans. Par contre, si la douleur est très sévère, c'est correct de commencer un opioïde tout de suite, là. Mais il faut toujours penser que les opioïdes devraient toujours être utilisés si nos bénéfices sont plus grands que nos risques. Puis on devrait toujours garder nos autres mesures si possible. Fait que c'est utile quand un opioïde? Bien, c'est une douleur modérée à sévère. C'est le même concept qu'en aigu. En chronique, c'est la même chose. Sur des douleurs légères, on ne les utilisera pas. On a un diagnostic clair qui est bien établi. On sait ce qu'on traite. On sait que ça peut marcher pour ça. Et c'est pour ça que le diagnostic est important. Moi, j'en fais pas de diagnostic. Je suis pharmacien.
Puis, des fois, là, tu lis le dossier du médecin et tu es comme, OK, mais on traite quoi exactement chez ce patient-là? Est-ce qu'on peut établir un diagnostic pour savoir où on va s'en aller? Puis, des fois, il y a des algorithmes de traitement spécifiques pour certains types de douleurs. Fait qu'il faut que tu traites ce type de douleur-là. Est-ce qu'on a essayé d'autres options? Est-ce qu'on a pensé à nos autres options? Est-ce que ça a été essayé avec succès, sans succès? C'est super important d'y penser à ça. Puis juste un petit rappel, hein, des opioïdes, ça ne donne pas de la fonctionnalité. Puis il n'y a aucun médicament qui donne de la fonctionnalité. Et souvent, nos objectifs vont être des objectifs fonctionnels. Le but de soulager la douleur, c'est vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie, mais il faut que vous soyez impliqué là-dedans. Moi, si j'ai un patient qui est dans mon bureau, puis qui veut que je soulage sa douleur, puis qu'il n'y a pas d'autres attentes que juste soulager la douleur, puis qu'il ne me parle pas qu'il a envie de faire des choses, qu'il a envie de bouger, bien, je vais peut-être atténuer sa douleur, puis finalement, je n'aurai rien changé à sa vie fonctionnelle, puis il va être encore à la maison, tout seul, isolé et triste. T'sais. Fait qu'il faut penser à ces choses-là. Puis je sais que c'est difficile, puis je sais qu'il y a de l'isolement en douleur chronique. Hein. Puis c'est pas un jugement que je dis, c'est des fois, il faut coacher aussi avec ça, puis savoir que notre médicament, si on veut aller chercher bénéfice, des fois, il faut travailler avec le médicament. Les opioïdes, des choses qui sont bonnes à savoir. On a des études à court terme. La plupart des études pour l'approbation des opioïdes au Canada, c'est 12 semaines. Vous avez de la douleur depuis 12 semaines et moins tout le monde, hein, évidemment. Hein. On n'a pas d'études à long terme, on a des études observationnelles à long terme. On sait que ça semble continuer à fonctionner à long terme, mais ce n'est pas prouvé super clair. Il y a des effets secondaires majeurs qu'il faut savoir, la dépression respiratoire, toxicomanie, c'est possible. Ce qui est important, on ne partage jamais ces opioïdes. Jamais, 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 jamais. On ne les partage pas. Parce qu'il y a des doses, des fois, quand on a de la douleur chronique depuis longtemps, on peut être rendu à une certaine dose qui est relativement élevée, qui pourrait être mortelle pour quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, vous voulez être bien fin avec votre voisin qui s'est fait un tour de rein, puis vous, donnez un médicament qui, finalement, a peu d'impact sur le tour de rein, anyway, puis ça fonctionne plus ou moins bien, vous n'allez peut-être pas l'aider. Fait qu'il faut y penser. Les opioïdes aussi, là, quand on a des enfants à la maison, des ados, des trucs comme ça, bien rangés, bien fermés, on s'assure, même soufflés. Ça se vole très bien, les opioïdes, hein, puis ça se vend sur le marché noir. Puis les ados sont intelligents, ils savent ce qu'ils veulent, hein, quand ils en veulent. Tu sais, à cette heure sur Internet, là, des images de tous les médicaments. Hein, fait que c'est très, très facile de savoir ce que tu prends. Risque de dépression respiratoire, ça augmente dès qu'on utilise des sédatifs, de l'alcool ou d'autres drogues, fait qu'il faut le savoir. Effets secondaires fréquents au niveau digestif, bien, constipation, bouche sèche, nausées, vomissements, reflux, gastroparésie. N'hésitez jamais à parler de vos effets secondaires avec votre médecin ou votre pharmacien. Des fois, il y a des solutions simples et des solutions faciles. Puis je sais que j'ai certains de mes patients qui m'ont déjà dit « Ouais, mais j'ai peur qu'on m'enlève mes opioïdes parce que ça me soulage vraiment bien ma douleur, puis j'ai un effet secondaire. » Puis des fois, il y a des façons autres d'intervenir sur les effets secondaires. La constipation, souvent, les gens vont en parler, mais du reflux, du vomissement, n'hésitez pas à en parler aussi. Des fois, on peut juste ajuster le traitement, puis ça fait des différences majeures. J'ai plein de patients en tête. Là. Au niveau du système nerveux central, des étourdissements, de la confusion, dépendance physique, des symptômes de sevrage à l'arrêt. Ça fait mal, un sevrage. Ça fait vraiment mal. Moi, j'ai plein de patients qui n'arrêtent pas à cause qu'ils ont peur du sevrage. Je le sais. N'hésitez pas à en parler de vos craintes de sevrage. Puis, des fois, là, c'est reparti encore. Bien, c'est parce que ça faisait déjà une dizaine de slides là, sans que j'aie de problème. Mais le sevrage, là, je suis 100% conscient que c'est méga désagréable. Et il y a des façons de faire les sevrages lentement. Il y a certaines personnes qui veulent vraiment se débarrasser de leurs opioïdes. Mais des fois, se débarrasser des opioïdes, là, ça prend 6 mois, 1 an. Là. Ça ne prend pas nécessairement 3 semaines. Là. Moi, j'en ai fait des sevrages sur 1 an pour certains patients qui n'avaient pas de bénéfices, puis que les risques commençaient à être plus grands, puis que je viens de perdre mes slides encore. Non, oui, je les ai perdus. OK. On recommence. Opioïdes, juste faire attention, ça peut nuire à la conduite automobile, ça peut ralentir les réflexes, puis on fait toujours attention avec d'autres substances. Avant de commencer un traitement, qu'est-ce qu'il faut se penser? Bien, ce qu'on veut, c'est une amélioration de la fonctionnalité et jamais un soulagement complet de la douleur. Si vous espérez un soulagement complet de la douleur, une douleur chronique, vous allez être déçu de tout le monde. Vraiment, là, on n'arrive pratiquement jamais à offrir des soulagements complets. C'est vraiment, vraiment extrêmement rare. Tu sais, j'ai un cas là, spécifique d'une madame, là, je pourrais vous l'amener, elle dirait que je suis le meilleur pharmacien au monde, là, parce qu'on a réduit sa douleur de 90 %. Là.
avec une pilule sur laquelle elle a super bien réagi. Premier choix dans l'algorithme de traitement, mais son médecin ne l'avait pas utilisé, fait que c'est moi qui étais bon. On a juste ajusté les doses après. Mais bref, tu sais, je m'en rappelle parce que c'est un cas d'exception. Toutes les autres, 20, 30, 40, des fois 50, tu sais, on a des belles surprises à l'occasion, mais il ne faut pas espérer un soulagement complet parce que c'est rare qu'on l'atteint. Puis, tu sais, des fois, l'ajustement de dose, les effets secondaires, tout ça, ça devient un équilibre. Puis, tu sais, le rôle du pharmacien puis le rôle dans le traitement de la douleur, c'est un rôle d'équilibriste. Avec les opioïdes, c'est la même chose. Hein, on marche sur un fil de fer. Tu sais, imaginez-moi un petit collant ballerine, là, puis je marche sur un fil de fer quand je prescris mes trucs. Non, imaginez-les pas, finalement. Rose chamoirée. OK, c'est bon. Si j'en donne trop, je tombe du côté des effets secondaires. Si j'en tombe pas assez, je tombe du côté, j'ai pas de soulagement. Fait que des fois, c'est juste de trouver c'est quoi l'équilibre entre effets secondaires et soulagement suffisant. Et ça, là, vous savez, c'est qui la meilleure personne pour me dire ça? C'est vous autres. C'est pas moi qui le sais. La dose optimale du traitement, là, ma job, c'est de vous coacher pour vous rendre là. Et si ce n'est pas ça que vous avez comme approche avec les médicaments, c'est qu'on n'a pas une bonne approche. Je veux dire, moi, j'utilise plein de médicaments sur lesquels la dose peut varier de 10 mg à 150 mg. Tu sais, je veux dire, du prégabalin, mes doses vont de 25 à 600. En regardant le patient, tu sais, oui, avec, mettons, des doses de 25 2 fois par jour, ça marche pour personne, sauf les insuffisants rénaux, parce que c'est un médicament qui est éliminé par le rein. Mais je ne suis pas capable de dire, en regardant ma personne d'avance, « Ah, lui, c'est un 150 2 fois par jour, puis lui, d'après moi, c'est un 225 2 fois. » Je ne sais pas, c'est impossible à prédire. On n'est pas là en ce moment. Et il faut vraiment avoir, tu sais, comme une discussion entre professionnels pour savoir. Mais ce qu'on vise, c'est toujours cet équilibre-là entre effets secondaires, efficacité, pour se maintenir sur le fil de fer, puis qu'on ait un traitement qui soit bon pour nous. Suivi périodique, c'est toujours important. Il faut reviser notre plan de traitement. Puis des fois, moi, j'en ai des patients, là, ça va super bien, un bout de temps, puis à un moment donné, oups, effet secondaire, il apparaît de quoi, on ne sait pas trop pourquoi, on revise notre plan de traitement. Des fois, on baisse les doses, on change un traitement. Fait que c'est sûr que c'est un processus qui est continu. Puis continuer d'avancer, c'est des fois difficile. Puis les opioïdes, là, quand on part un traitement, ce n'est pas une condamnation à mort. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre des opioïdes jusqu'à la fin de vos jours. Si jamais ils deviennent plus efficaces, si jamais vous avez plus d'effets secondaires que de bénéfices, si jamais il arrive quoi que ce soit, on peut modifier ce traitement-là. Nos objectifs de traitement de douleur chronique, généralement, là, 30 % de soulagement de la douleur, on est assez content. Dans les études cliniques, les opioïdes battent un peu le placebo. Pour vrai, là, un peu. C'est pas genre je bats le placebo 10 fois meilleur, là. Je le bats de 20, 30, 40 %. C'est rarement plus que ça. Donc, tu sais, tu pars, tu as une douleur à 8 sur 10 sous placebo, la douleur moyenne dans l'étude, elle tombe à 6,5, puis sous opioïde, elle tombe à 5,5 ou 5. Tu sais. Des fois, là, il y a un point d'écart entre les deux sur une échelle de 10. Donc, c'est pas la méga affaire. Puis des fois, c'est de se poser la question, est-ce que ma fonctionnalité s'est améliorée dans le temps en prenant mes opioïdes ou non? Et c'est ça qu'on veut regarder. Évaluation des facteurs de risque. Il existe différents outils. Là, je vous en ai mis un là, qui s'appelle l'Opioid Risk Tool. On devrait toujours vérifier nos antécédents de consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments chez nos patients. On devrait toujours vérifier tout ce qui peut amener le patient à avoir des problèmes de consommation et s'assurer d'éliminer ces facteurs de risque-là pour être capable de bien faire le suivi de la thérapie avec notre patient. Puis si notre patient a d'autres facteurs de risque comme la prise de médicaments qui pourraient être risqués avec des opioïdes, l'utilisation de substances illicites, les différents troubles psychiatriques, si le traitement il est plus risqué que les bénéfices que j'en escompte, est-ce que ça vaut la peine de commencer ce traitement-là? La réponse, chez plein de patients, c'est mieux de ne pas commencer le traitement que de le commencer. Puis pour d'autres, bien, c'est une zone grise, puis il faut des fois juste plus encadrer le traitement, prévoir des rendez-vous de suivi serrés, puis savoir où on va avec ça. Les opioïdes, on va généralement les choisir en fonction de l'intensité de la douleur. Donc, on parle de douleur modérée à modérément sévère, là, vous avez les trucs. Donc, c'est juste pour vous donner une idée que certains opioïdes vont être utilisés pour des douleurs un peu moins fortes, puis d'autres pour des douleurs un petit peu plus fortes, mais que globalement, nos standards au Québec, c'est morphine, oxycodone, hydromorphone pour la plupart des patients. Puis après ça, si jamais on a essayé là-dedans, le fentanyl ne devrait jamais être une première ligne de traitement, mais plutôt une deuxième ligne de traitement. Donc, on a eu des échecs avec des opioïdes auparavant. Et la méthadone est souvent un traitement qui est réservé plus par des cliniciens un peu plus spécialisés dans le traitement de la douleur, je vous dirais. La plupart des médecins de famille, c'est légal maintenant pour tous les médecins de famille de prescrire de la méthadone au Québec, mais la plupart ne sont pas à l'aise à le faire.
Mais dans certains types de douleurs spécifiques, c'est intéressant. Je parlais de la dose optimale. Bien, la dose optimale, c'est quoi? Bien, la dose optimale, c'est où on va chercher le maximum d'efficacité. Si j'augmente la dose, j'ai un effet de plateau. C'est-à-dire, si je suis à une certaine dose, je décide d'en prendre un peu plus, ça ne me donne rien de plus. Bien, c'est peut-être pas ouais, je le vois, je vais le refaire. Ça se met à rouler sur mon écran quand ça fait ça. Donc, la dose optimale, c'est soit j'ai un effet plateau, ou si j'augmente la dose, j'ai beaucoup plus d'effets indésirables, puis je ne suis pas bien. Donc, c'est ma dose de funambule. C'est ma dose où j'ai le maximum de bénéfices avec le moins d'inconvénients possible. Suivi de la thérapie, quand on utilise des opioïdes, techniquement, moi, quand je pars mes patients, je les revois 1 à 2 semaines plus tard. Genre, jamais bien plus tard que ça. Je veux voir comment ça se déroule, je veux voir s'il y a eu des effets indésirables importants. Le taux d'abandon aux opioïdes dans les premiers mois de traitement, c'est au-dessus de 50 %. Puis il y a des patients qui auraient pu en bénéficier, qui n'en bénéficient pas parce qu'ils n'ont pas été bien coachés. Ils auraient pu le prendre, puis des fois, tu le réessayes plus tard, puis ça va super bien. On ne leur a pas bien expliqué à quoi s'attendre. On ne leur a pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire. On n'a pas fait le coaching. Puis, tu sais, je le vois sur plein de médicaments, ça. Je veux dire, je le vois avec le prégabalin, je le vois que... L'autre fois, j'ai un exemple, j'ai un patient on a parti du Sésamètre. Si je ne l'avais pas rappelé pour lui dire de le continuer, il l'arrêtait, mais le Sésamètre a été le médicament le plus efficace pour cette douleur jusqu'à maintenant. C'est un patient expérimenté, là, que ça fait 20 ans qu'il prend des médicaments, mais on n'avait jamais tenté celui-là. Mais il y a eu des effets secondaires en début de traitement, puis là, je l'ai rassuré, puis j'ai dit, écoute, il faut que tu continues, ça va bien aller, ça va passer. Il m'a fait confiance, puis il le tolère maintenant. Puis les opioïdes, c'est la même chose. Il y a plein de patients qui pourraient en bénéficier, puis qui n'en ont pas. Puis il y a plein de patients qui ne devraient pas en avoir, qui en ont. Là. C'est aussi l'autre problématique. C'est un peu ça, la crise des opioïdes, c'est de bien faire les choses. Mais de bien voir les patients, de leur parler souvent. Tu sais, en douleur chronique, quand tu as juste des médicaments, il faut que tu aimes ton patient. Là. Parce que tu vas y parler à tous les semaines ou à tous les 2 semaines pendant peut-être 6 mois avant que tout soit bien stabilisé. Fait qu'il faut faire ce travail-là. Fait qu'on devrait faire des suivis rapprochés en début de traitement. Prescrire un opioïde puis dire « je te revois dans 3 mois avec pas de suivi », là. Si vous me demandez mon avis à moi, c'est de la mauvaise pratique. Là. Je veux dire, il peut arriver n'importe quoi entre-temps, là, puis ça ne marchera pas. Quand on parle de la méthadone dans des suivis encore plus serrés, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est un médicament qui est un petit peu plus à risque. Puis quand on a trouvé une dose qui est stabilisée, que ça va bien, généralement, on devrait revoir nos patients quand même aux 3-6 mois. Juste s'assurer que tout reste bien, qu'il n'y a pas de changement à faire. Des fois, à long terme, il y a des patients qu'il faut baisser les doses un petit peu parce qu'on dirait qu'ils développent une certaine... Moi, j'ai vu des patients, à un moment donné, même dose stable depuis des années, tu ne sais pas pourquoi, après quelques mois, il faut que tu te mettes à baisser la dose parce que ça va vraiment mieux. Tu rebaisses la dose, ils se réveillent, ils vont mieux, puis la douleur reste aussi bien contrôlée. Fait qu'il y a toujours un travail à faire sur le long terme. Puis, oui? Excuse-moi. Oui? Il est fini, là? On a commencé en retard. OK, tu me donnes-tu comme 5-10 encore? Ouais, t'es bien fine. Je vais revenir. Dans le suivi de la thérapie, bien, des choses qu'on veut que les gens considèrent, c'est l'analgésie. Est-ce que ça me soulage un peu ou pas pantoute? Est-ce que ça m'a aidé à faire des activités de plus? Quelle activité de plus je fais? Quelle activité que je faisais, mais que maintenant est plus confortable à faire? Et c'est ça qu'on veut regarder aussi. L'affect, est-ce que mon humeur a changé? On sait que dans certaines personnes, ils ne tolèrent pas bien les opioïdes. Des fois, ça peut créer des dépressions chez certains patients ou faire que la dépression ne guérit pas. Donc, est-ce que mon humeur a changé? Est-ce que j'ai des comportements aberrants par rapport à ça? Est-ce que je suis rendu agressif avec mes opioïdes, puis je les consomme peut-être mal. Puis c'est important d'avoir ce recul-là parce que si on pense qu'on a développé une dépendance, il faut en parler, il faut que ça soit traité aussi. Là. Puis je sais que c'est pas facile d'en parler avec nécessairement tous les professionnels parce qu'il y a encore beaucoup de stigma là-dessus. Mais moi, mon patient qui me dit « Je pense, Phil, que je suis rendu un petit peu trop accro à mes pilules, là. Je vais l'aider à s'en sortir, puis je vais continuer à l'aimer, puis je vais continuer à traiter sa douleur pareil, ça ne change rien. » Il y a un autre problème de santé qui est surajouté qu'il faut que je traite. C'est ça que ça change. Les effets indésirables, n'hésitez pas à en parler. Quand est-ce qu'on arrête des opioïdes? Bien, ça fait plus mal. Des fois, il y a des patients qui guérissent. Après un certain temps, tu as une chirurgie qui règle un problème puis ça arrête de faire mal. Les risques dépassent les bénéfices. Tu prends les opioïdes, tu fais une dépression respiratoire. Est-ce qu'on devrait te les continuer ou pas? C'est à regarder. Effets indésirables qui dépassent les bénéfices. Puis si ça ne marche juste pas pantoute. Il y a des gens qui ne répondent pas aux opioïdes. Hein. Ça arrive. Que c'est juste pas efficace pour eux. J'en ai parlé tantôt du sevrage. Généralement, là, 10 % de la dose où on était rendu aux 1 à 2 semaines. Puis des fois, là, rendu à la dose plus faible, 5 % aux 2 à 4 semaines. Je vous dis, faire un sevrage aux opioïdes, là, c'est un contrat de 6 mois, 1 an. Ce n'est pas un problème, mais il faut le faire doucement. Puis les patients, ça évite des sevrages. Puis quand il y va doucement,
Certains patients qui n'ont plus besoin de opioïdes, mais que ça fait 3 ans qu'ils les prennent parce qu'ils ne sont pas capables de... J'en ai eu dans mon bureau 3 dans les derniers 6 mois. Pas capables de se débarrasser de leurs opioïdes à cause du sevrage. Le sevrage était toujours fait trop rapide. Ils faisaient des sevrages sur 1 mois. Le patient, il se mettait à sevrer des effets indésirables, il était tout croche, puis il ne se sentait pas bien, puis il le reprenait. Fait que des fois, il faut y aller juste plus doucement. L'objectif, c'est de se rendre. Ça, c'est comme si tu veux te rendre à Québec. Si tu roules 200 sur l'autoroute, ça se peut que tu pognes le champ, surtout s'il neige. Tandis que si tu y vas tranquillement à bonne vitesse, bien, tu vas arriver à la bonne place. Fait qu'il faut faire attention. On ne prescrit pas de médicaments pour rien pour les sevrages en plus. Je veux juste vous glisser un petit mot sur les rotations d'opioïdes, c'est-à-dire changer d'un opioïde pour un autre. Chez certains patients, ça vaut grandement la peine de le faire. Parce qu'il y a des patients que leur récepteur, c'est des carrés, puis l'autre, c'est des ronds. Fait que si tu mets le carré dans le rond, là, si tu forces bien fort, il va peut-être finir par rentrer. Mais ce n'est pas optimal. Donne-en un rond. Fait que si ton patient il répond mieux à l'hydromorphone qu'à l'oxycodone, qu'à la morphine, des fois, ça vaut la peine d'en essayer un autre. Puis, chez des patients qu'on a atteint des doses relativement élevées puis qu'on voit que ça ne s'améliore pas, puis doses relativement élevées, là, en équivalent morphine, on parle de 100 mg d'équivalent morphine par jour, c'est une dose élevée. Là. 100 mg d'équivalent morphine par jour, là, ça équivaut à peu près à hydromorphocontin 9 BID. Là. Qui est un médicament qui est plus connu, ça équivaut à peu près à fentanyl 50. Donc, rendu là, si on voit qu'on n'a pas les bénéfices qu'on escompte, des fois de changer de molécule, ça permet de baisser les doses, souvent du tiers et de la moitié, en obtenant le même soulagement de la douleur, des fois même meilleur. Fait que des rotations, ça vaut la peine. Opioïdes, effets indésirables, nausées, vomissements, j'en ai parlé. Fatigue, étourdissement, j'en ai parlé. Constipation, usage abusif, toxico, j'en ai parlé. Constipation, à 2 tiers des gens, c'est pas tout le monde qui constipe sur des opioïdes. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire si mon patient ne constipe pas, c'est parce qu'il est vent. Je suis comme, non, toi, non. Tu ne fais pas ta job de pharmacien comme il faut. Le patient qui ne constipe pas, ça se peut. Moi, j'ai une patiente qui avait une. Je me souviens plus son problème à l'intestin, mais elle avait genre 20 diarrhées par jour. Quand on est parti son opioïde, elle est tombée à 3, elle était super contente. Elle n'était pas constipée, elle avait la diarrhée. Fait qu'il faut y penser. Dans les petites choses, des fois, qui ne sont pas pensées, apnée du sommeil. C'est un effet secondaire qui peut arriver. Dysfonction sexuelle, surtout chez les hommes, on va le voir un peu plus, mais chez les femmes, des fois, il va y avoir absence de règles. Mais chez les hommes, baisse de libido, baisse de force musculaire, ça atteint souvent l'humeur, surtout quand on est dans des doses élevées, donc plus de 100 mg d'équivalent morphine par jour. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail d'équilibriste, parce que des fois, je suis à 50 mg, ça va bien, j'ai un bon soulagement de la douleur, puis là, on décide de continuer à augmenter, puis là, oups, il apparaît des effets secondaires endocriniens. Puis là, ça ne va pas mieux. Puis un phénomène aussi, l'hyperalgésie des opioïdes. Quand on a des très fortes doses d'opioïdes, ça peut faire plus mal quand on augmente la dose. Il faut la baisser pour que ça fasse moins mal. Et ça, c'est un phénomène qui est peu connu aussi. C'est un effet indésirable que moi, j'ai vu peut-être 2 fois dans ma pratique. Je n'ai pas tendance à utiliser des très fortes doses d'opioïdes, mais c'est un phénomène qui existe, donc il faut y penser. Si tu augmentes la dose d'opioïdes puis que la douleur s'en va à un endroit où elle n'était pas au départ, où elle devient plus forte, c'est pas mieux. Fait qu'il faut s'assurer qu'on traite une douleur qui répond aux opioïdes. On s'assure qu'on a toujours plus de bénéfices que d'inconvénients. Faire nos suivis régulièrement, puis il faut s'assurer de bien gérer les effets indésirables. Si vous me donnez encore 5 minutes, je vais juste glisser un petit mot sur la naloxone. Merci Céline. Je vois que tu es contente que je prenne trop de temps. Là. 5 minutes max. Je vais juste parler de la naloxone. Bon, j'ai parlé ça, c'est des stats, ça ne m'intéresse pas. La naloxone, là, il faut que vous sachiez que si jamais votre pharmacien vous offre de la naloxone alors que vous prenez des opioïdes, ce n'est pas parce qu'il pense que vous êtes un toxico, là, mais zéro. Moi, là, j'en ai des patients qui sont décédés de leurs opioïdes qui les prenaient de façon légitime. Là. Je peux vous les nommer. J'ai leur phase dans la tête, je le sais. Là. Ça existe malheureusement. J'en ai un récemment dans la dernière année. Il y a un soir, il était tanné d'avoir mal. Ça faisait des années qu'il venait chercher. C'est toujours aux bonnes dates, de la bonne façon. Il y a un soir, il a fait comme « moi, je prends la bouteille ». Sa femme l'a trouvé bleu. Elle n'avait pas de naloxone. Elle aurait peut-être pu y sauver la vie. Donc, c'est à ça que ça sert l'analoxone. Moi, souvent, là, quand j'aime mes patients, ça t'est-tu déjà arrivé de, mettons, te réveiller à 4 heures du matin, prendre tes médicaments, te rendormir, puis te réveiller à 8, puis reprendre une deuxième dose parce que tu as oublié que tu avais pris ton autre dose? Moi, j'ai plein de patients qui me disent que ça leur arrive. Puis, doubler la dose d'un opioïde, ça peut être suffisant pour faire une dépression respiratoire. Donc, si on vous offre l'analoxone, c'est parce qu'on tient à vous, puis c'est parce qu'on vous aime. Puis qu'on veut vous revoir la semaine d'après pour pouvoir continuer à vous traiter et à vous améliorer. On recommande l'analoxone chez tous les gens qui prennent plus que 50 mg d'équivalent morphine par jour. 50 mg d'équivalent morphine par jour, c'est du fentanyl 25.
c'est de l'hydromorphe contint 4,5 2 fois par jour. C'est vraiment des faibles doses, là. Mais c'est des doses qui sont quand même à risque. Puis si vous avez des opioïdes à la maison, puis quelqu'un fouillait dans votre peau, faisait une dépression respiratoire, c'est de l'analoxone, vous pouvez sauver la vie. L'analoxone, là, c'est l'épipène. Quelqu'un qui a des allergies, là, moi, des épipènes, là, ils passent toutes date. Ils reviennent tous chez nous passer date. Les gens n'en utilisent jamais, sauf le patient qui en a besoin de temps en temps. La semaine passée, j'ai une patiente qui me dit il a fallu que j'utilise mon épipène. C'est pas fréquent. Je vous dirais probablement 90% des épipènes reviennent passer date à la pharmacie. Sauf que le 10% de gens que ça a sauvé la vie, là, ils étaient contents de l'avoir. Bien, l'analoxone, c'est la même chose. La majorité de l'analoxone va revenir passer date à la pharmacie, mais ça peut sauver des vies. Il y a différentes façons de l'utiliser. Il y a la injectable puis il y a la intranasale. J'étais tellement heureux quand ils ont couvert la intranasale. Moi, je travaille avec une clientèle principalement de douleurs chroniques. Mes patients qui prennent des opioïdes ne les injectent pas. Fait qu'eux autres, s'injecter de l'analoxone, là, quand c'est, mettons, ta fille ou ton mari qui doit te l'injecter puis qui n'a jamais manipulé des seringues de sa vie, là, ça pouvait être stressant. Tu sais, casser une ampoule puis tout ça. Là. Fait que maintenant, là, on est chanceux, on a de la intranasale. De l'analoxone, ce qui est cool avec ça, là, puis je finis avec ça, là. L'analoxone, là, si la personne a fait une overdose avec quelque chose d'autre, puis tu lui donnes ça, ça ne présente aucun danger. La personne prend d'autres médicaments, ça ne présente aucun danger. Si ça fonctionne juste sur les surdoses aux opioïdes, c'est très spécifique. C'est super simple, c'est un petit dispositif nasal, tu rentres dans la narine, puis tu shootes. C'est fini, là, tu pèses sur le piton, puis tu appelles le 911, puis tu en as 2 par boîte, tu peux en redonner un 3-5 minutes plus tard si la personne ne revient pas consciente. Puis si tu es chanceux, elle va revenir consciente. La seule affaire, il faut que vous sachiez qu'elle pourrait être en sevrage. Fait qu'elle pourrait être en maudit où il est sauvé la vie parce qu'elle est en sevrage. Fait que, juste que vous sachiez, là. Fait que si jamais ça arrivait, bien, les symptômes de sevrage, bien, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des tremblements, ça peut être de la nervosité, de la transpiration. Tu sais, toute ma liste qui est là, du sevrage, ça arrive quand on donne de l'analoxone. Et même si la personne reprend conscience, elle doit aller à l'hôpital. Parce que l'effet des opioïdes est souvent plus long que l'effet de la naloxone. Fait qu'ils vont la garder sous surveillance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Message à retenir, c'est ma dernière. J'ai fini après, promis. Les opioïdes, c'est des médicaments efficaces, sécuritaires quand ils sont bien utilisés. C'était ça mon but aujourd'hui, de vous dire, si on les utilise bien, généralement, ça se passe bien. Partagez pas vos médicaments, respectez les doses, parlez avec vos professionnels. Je sais que ce n'est pas toujours facile, là. Je suis conscient de ça, là. Mais des fois, de se parler, on se comprend mieux. Parlez de vos expériences avec vos pharmaciens, vos médecins, comment vous vous sentez. Puis je le sais qu'il y a plein de patients qui me disent « je me sens jugé ». Je le sais. Puis je travaille là-dessus, là. Je vous jure, là, je travaille. Je suis au Congrès de l'Ordre, là, j'ai formé à peu près la même formation que ça, mais adaptée pour les pharmaciens, là. J'ai vu 150 pharmaciens. L'année passée, j'étais dans un congrès sur l'utilisation des opioïdes. Il y avait 600 pharmaciens dans la salle. Je travaille à ce que les pharmaciens développent une approche où ils se disent « ton patient il a un problème, peu importe le problème, traite-le ». Mais ça va arriver encore malheureusement des gens qui seront jugés, des gens qui sentent que le fait qu'ils prennent des opioïdes, ils n'ont pas la pleine confiance. Si jamais ça arrive, trouvez-vous quelqu'un à qui vous avez confiance. Les pharmacies, ce qui est le fun, c'est que vous avez le droit d'aller à celle que vous voulez. Il n'y a pas de liste d'attente, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Trouvez-vous un pharmacien avec qui vous êtes bien. Pour les médecins, je sais que c'est un petit peu plus complexe. Ayez de l'analoxone avec vous. Ça arrive, des accidents. Ça peut vous sauver la vie si vous prenez des opioïdes. Je pense que c'est une belle façon d'offrir à quelqu'un de vous sauver la vie ou de sauver la vie de quelqu'un. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en avoir. Et sur ce, je vous dis un gros merci. Merci beaucoup, Philippe, mais bouge pas. Non, je reste. Bouge pas, regarde. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? Monsieur? Oui? Bonjour. J'en aurais 2. Oui, allez-y. Dans le cadre d'un sevrage, j'ai pris jusqu'à 60 mg d'oxy longue action matin-soir. Puis le Supédol, je variais de 120 à 180 par jour, dépendant des douleurs. En comprimé ou en milligrammes? En milligrammes. OK, en milligrammes, oui. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro? Oui, j'ai la voix qui porte pas sur l'électronique, désolé.
Et puis quand j'ai commencé le sevrage, la problématique qu'il y a eu, c'est que je suis thérapeute, mon médecin, c'est mon ami. Fait qu'elle m'a pas bien suivi. J'ai descendu par moi-même, puis je l'ai pas bien fait. J'ai commencé à faire du sevrage, j'étais de plus en plus malade, mais c'était surtout la nuit que ça se produisait. L'obstination que j'ai avec tout le monde, c'est que ça se peut pas de faire de la dépression respiratoire pendant du sevrage. Est-ce que, selon ton expérience, c'est possible? Habituellement, non. Parce que quand tu es en sevrage, habituellement, tu es en état d'hyperexcitabilité. C'est-à-dire que, tu sais, on avait mis le pied sur le frein, puis là, on l'a enlevé. Fait que, habituellement, comme on vient d'enlever, non. À moins qu'on ait fait un sevrage, puis on a remonté la dose après. Et ça, c'est un facteur de risque majeur de dépression respiratoire. Est-ce que ça peut être le fait que j'en prenais trop le jour pour ce que je prenais la nuit, qui m'emmenait à faire du sevrage vers 3, 4, 5 heures du matin? C'est possible si la dose n'était pas bien balancée dans la journée. Oui, oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Si vous permettez, comme ça concerne particulièrement votre cas, parce que c'est un cas particulier, et si vous permettez, peut-être jaser avec Philippe. Oui, il a répondu à ma question. Ah, ça vous va? Merci. Deuxième volet. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a une interaction problématique entre le Lyrica et l'Oxy? Il n'y a pas d'interaction. En fait, l'interaction, là, c'est un domaine où il faut comprendre deux concepts. Je vais l'expliquer en premier, puis après, ça va répondre à votre question. Il y a ce qu'on appelle les interactions pharmacocinétiques. Les interactions pharmacocinétiques, c'est celles-là qui popent dans les systèmes de pharmacie puis qu'on entend parler. C'est-à-dire que tu donnes un médicament, ça modifie ça modifie comment l'autre médicament est métabolisé par le corps. Okay. Il y a ce qu'on appelle les interactions pharmacodynamiques. Les interactions pharmacodynamiques, c'est que tu as deux médicaments, mettons, qui causent la somnolence, bien, tu risques d'avoir plus de somnolence. Dans le cas du Lyrica avec l'Oxy, c'est une interaction qui est pharmacodynamique, c'est-à-dire que le Lyrica endort, l'Oxy endort, il y a plus de chances d'avoir de la somnolence ou de la dépression respiratoire ou des étourdissements ou des pertes de mémoire ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas au niveau du foie, c'est pas au niveau des reins, c'est pas au niveau de comment on transforme le médicament, c'est vraiment au niveau des effets additifs des médicaments qui, des fois, vont causer des problématiques. OK. Donc, après, justement, je te parlerai pour un cas personnel spécifique. Il n'y a pas de problème. Merci. Ici. Merci. Madame? Bonjour, je vois, vous avez un site Internet, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tous les pharmaciens qui sont à l'aise avec la douleur. Donc, il y en a peu, en fait. Il y en a. On va être poli, oui, c'est ça. Je voulais savoir le site web. Ouais. Est-ce que sur ce site-là, on peut retrouver des pharmaciens qui, je sais pas, aiment gérer la douleur ou dans différentes municipalités? Vous pouvez en trouver, mais vous allez en trouver juste un. Ah oui, bon. C'est mon site web, fait que c'est sûr qu'il y a juste moi dessus. Des pharmaciens qui gèrent de la douleur ou qui aiment faire de la douleur, à ma connaissance, en pharmacie privée, là, Jean Coutu, Family Prix, Pharmaprix, whatever, Uniprix, là, peu importe la chaîne, il y en a très peu. Je suis pas mal un exemplaire relativement unique. Il y en a qui vont... Ben moi, je fais de la consulte en bureau en pharmacie privée, là, ce qui n'existe pas ailleurs. J'ai des pharmaciens que je connais qui ont un intérêt pour la douleur. Dans les GMF, dans les cliniques GMF, il y a beaucoup de pharmaciens maintenant qui font de la gestion de douleur. Moi, honnêtement, j'ai formé une centaine de pharmaciens qui travaillent en GMF à la gestion de la douleur, là. Fait qu'il y en a qui ont de la formation quand même. Pas aussi poussée que ce que j'ai fait. Des pharmaciens qui ont des formations spécifiques en douleur chronique, j'en connais peut-être une dizaine. Là-dessus, il y en a comme 7, c'est mes anciens étudiants. Là. Mais comment on fait pour avoir ces noms-là, savoir où ils pratiquent? C'est difficile. En fait, souvent, c'est pas affiché. Le problème actuellement, c'est qu'un pharmacien ne peut pas afficher une spécialité. C'est illégal. C'est pas reconnu. Par contre, c'est en train de changer avec le nouveau projet de loi. Probablement qu'on va reconnaître des spécialisations en pharmacie. Là, à ce moment-là, ça va devenir plus facile. Mais moi, j'ai pas le droit de m'afficher comme spécialiste de la douleur. C'est pas légal. Je suis un pharmacien qui a un intérêt pour la douleur chronique. Même si j'ai de la formation, plus que la majorité des gens, j'ai pas le droit de dire que j'ai une spécialité en douleur chronique. C'est pas légal. Fait que j'ai le droit de dire que j'ai un intérêt, puis de comme faire toute la QDC, vous dire que j'en fais, puis que venez me voir. Là. Mais tu sais, c'est à peu près ça. C'est ça. Bien, merci. C'est parce que c'est intéressant d'aller faire des rencontres, tout ça, mais au jour le jour, il faut composer avec nos pharmaciens de notre quartier. Fait que, oui. Oui, il faut travailler avec son professionnel visuel, effectivement. C'est bon. Merci. De rien. Pardon. Alors, une dernière question. Oui, ça sera pas long. Moi, je suis comme en sevrage, ou en tout cas, je devrais l'être. C'est très, très difficile. J'aimerais savoir comment on peut savoir si les douleurs dans le sevrage sont dues
au sevrage versus à notre vraie douleur de notre condition face à notre maladie suite à une chirurgie? C'est le temps, en fait, qui est votre meilleur allié. C'est de faire des plateaux relativement longs à chaque étape pour voir est-ce que votre douleur, parce qu'habituellement, après un sevrage, au bout de 7 à 10 jours, c'est rare que ça va perdurer, ça va s'atténuer, ça va s'améliorer. Donc, si la douleur s'atténue en même temps que, tu sais, comme les symptômes de sevrage s'atténuent, c'est que généralement, c'était une douleur qui était liée au sevrage. Par contre, si la douleur ne s'atténue pas dans le temps, c'est que c'est une douleur qui est liée, c'est la douleur en tant que telle. Le sevrage, ça va faire des douleurs généralement qui vont être ailleurs que votre douleur de base aussi. Plus diffuse. Plus diffuse. Un sevrage, là, c'est comme avoir une bonne grippe, là. OK. Puis j'aimerais savoir si votre campagne de sensibilisation va s'adresser aussi aux médecins. On veut sensibiliser la population, mais moi, me faire envoyer après une chirurgie avec de la morphine non renouvelable, et puis après 10 jours que le médecin n'est pas rejoignable et qu'on me dit d'aller à l'urgence comme un chien. Je suis allée à l'urgence, j'ai slagué tout avec ma canne, je me serais ramassée en psychiatrie. Donc, on est vraiment... Non, mais c'est vrai, tu sais, c'était pas une option, donc je me suis contrôlée, j'ai fait de mon mieux. Mais ça n'a pas de bon sens, là, qu'est-ce qui se passe présentement pour des gens qui sont vraiment malades, là, tu sais. Ils sont en train de faire des toxicos, parce que là, quand tu es en sevrage comme ça, tu veux juste en avoir, puis ça n'a pas de bon sens, là. Il te reste 5 pilules, il faut que tu fasses, tu viens de dire que ça prend 6 mois à sevrer. Comment ça se fait? Merde, qu'ils ne sont pas au courant de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Que je comprends pas. Ça dépend de la vision qu'on utilise par rapport aux soins puis qu'est-ce qu'on a envie de traiter. Le chirurgien, il a envie de faire de la chirurgie. Il n'a pas nécessairement envie de gérer la douleur post-op. Il est un peu obligé de le faire. Là, je vais aller consulter pour ça au CHUM, là, je m'en vais pour ça, parce qu'il n'y a personne qui veut en parler. Il n'y a personne qui connaît. Un dit une affaire, l'un d'autre dit une autre affaire. C'est le défi de la douleur chronique, c'est qu'il y a très peu de professionnels qui sont bien formés pour la traiter. C'est ça. Et c'est vraiment un défi majeur. Mais c'est là qu'on cause des problèmes de toxicomanie. Oui, ça fait partie, entre autres, des problèmes, effectivement. Merci. De rien. Bon, bien alors, c'est juste un début, hein, madame, dans notre autre étape de vie de l'association. Alors, par rapport aux médecins, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, si vous permettez, on va clore ici, à ce moment-ci. Je l'ai laissé passer beaucoup de gens. Je ne voulais pas attendre debout. D'accord. Alors, on lui... Allez-y. La douleur se traite, ce qu'on voit aujourd'hui, avec des interventions au niveau du cerveau. De ce que j'en connais, c'était l'approche psychiatrique des années 50 qui disait que la douleur se traite au niveau du système nerveux central et non pas du système nerveux autonome. Au début des années 2000, il y a eu des recherches de fait avec l'imagerie cérébrale et ils ont découvert qu'il y a un phénomène où la douleur est générée par le système nerveux autonome, c'est-à-dire tout le système nerveux, et le cerveau il reçoit le message avec l'intensité, il porte une action de protection. On en est où dans tout ça? Je sais que dans ce dossier-là, au début des années 2000, il y a un célèbre psychiatre ici à Douglas qui a reçu un titre de son vivant, parce qu'il était comme le mouton noir du groupe qui disait non, c'est pas le cerveau qu'il faut traiter, c'est au niveau du système nerveux. Ça semble porter le contraire. Puis j'ai vécu un peu cette approche-là quand j'ai été opéré après mon accident en 96. C'était une épidurale centrale. Moi, c'est le pied mariton qui est le problème. On m'a réopéré pour un arthrodèse en 2009. Et là, j'ai eu comme la nouvelle génération au niveau de... à l'hôpital pour la préparation opératoire. C'est-à-dire que ils ont gelé le nerf sous le genou. Et là, ça l'a juste contrôlé au niveau du pied. Et quand je me suis réveillé après, tout le restant était fonctionnel et tout, on partait. C'est un peu comme chez le dentiste, on va piquer le nerf, puis on a un soulagement de la douleur qui est instantané et qui peut être durable selon ce qu'on utilise. C'est la même chose que j'ai eu pour l'opération. On en est où sur la médication?
Bien, en fait, au niveau des médicaments par voie orale, c'est des médicaments qui vont traiter autant de façon périphérique que de façon centrale. On utilise les deux approches. Ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend du sous-type de douleur. Il y a des douleurs qu'on appelle centralisées, c'est-à-dire que la douleur, elle est clairement dans le système nerveux central, donc de faire des actions périphériques, ça ne sert à rien. Et il y a des douleurs qui sont clairement périphériques, ou faire des actions périphériques, c'est ce qui peut être le plus efficace. Fait qu'il n'y a pas une réponse appropriée. On sait que c'est un système global de perception qui est impliqué là-dedans. Et il y a des approches autant périphériques que centrales, mais dans certaines situations, tu utilises des approches périphériques, puis ça ne donne aucun résultat parce que le phénomène de sensibilisation ou de douleur, il est central, puis dans certaines situations, il est clairement périphérique, là. Donc, ça dépend du type de douleur puis de ce qu'on traite. Mais effectivement, si la douleur ne se rend pas, si la nociception, en fait, c'est le courant électrique qui passe dans le neurone pour se rendre au cerveau. Si on ne rend pas la nociception au cerveau, techniquement, il n'y a pas de douleur parce qu'il n'y a pas de nociception. La douleur, c'est le phénomène de prendre conscience de la nociception puis d'y réagir. T'sais, donc, si oui, effectivement, on fait une anesthésie, puis que le cerveau, ça ne se rend pas là, bien oui, ça arrête de faire mal, effectivement. Ce qu'on a à ce moment, c'est principalement des médicaments qui sont des modulateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir moduler comment les neurones réagissent, comment le courant passe. On va essayer de l'atténuer, mais on ne le bloque pas à 100%. Puis, tu sais, les approches centrales ou périphériques, les deux peuvent être bonnes. Puis, des fois, les opioïdes, là, c'est périphérique et central. Ça agit autant sur les neurones périphériques que sur les neurones centraux, puis dans le cerveau. Donc, ça dépend du médicament aussi. Merci. De rien. Bon, ben Philippe, merci énormément. Hein? Merci énormément. Et puis, et si on lui donnait le statut de grand ami de l'Association québécoise à douleur chronique? Merci, Philippe. Alors, en terminant, j'aurais quelques remerciements. Premièrement, à la Maison de la Culture qui nous accueille encore une fois aussi généreusement. Vous avez pu voir, faire le tour. Il y a une exposition, d'artistes de la QDC qui sont membres chez nous dans le hall d'entrée. Alors, c'est la deuxième année qu'ils nous accueillent ici. Il y a, je vais regarder ma petite liste. Alors, on a travaillé au projet, partiellement, il y a Uppercut, il y a Lynn Major qui vous accueille à l'entrée, Manon Chouanière qui est ici, Jacques La Liberté, entre autres, qui ont travaillé à ce projet-là et on a eu beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a Serge qui est venu, Philippe, à qui je fais mes remerciements en tant que grand ami. T'es notre premier, notre seul. Et surtout, vraiment, aux gens aussi du conseil d'administration de la QDC qui est ici, merci d'être venu. Et bien, vraiment, merci énormément à chacun d'entre vous d'être là. C'est encourageant. On se sent ensemble. On a un sentiment d'appartenance. Et je vous dirais, suivez dans les 2 prochaines semaines, un peu plus même, les annonces liées à la douleur chronique et particulièrement, parlez-en à vos amis, à vos proches, à vos familles, et pour qu'ils soient aussi de la même... est-ce que combat, c'est le bon mot? Je ne sais pas, mais du même... qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est mieux. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à la prochaine. Bye bye.